Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour Sport à la une émission consacrée aujourd'hui en grande partie aux Lions qui ont décroché leur 11e sacre continental. Et pour en parler, nous aurons sur ce plateau Aya Traoré, la MVP du tournoi, Maguette Diop, le directeur technique national, et Demba Seck, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Nous allons donc débriefer cet afro-basket couronné de succès, aussi aborder les perspectives qui attendent cette sélection sénégalaise. Nous parlerons de football également, puisque Sénégalais et Camerounais se sont également croisés ce samedi. Les Lions locaux ont bien préparé la double confrontation qui doit les opposer à la Guinée-Conakry. Les Lions A ont démarré le regroupement aujourd'hui même à Alger. Focus sur un nouveau joueur de la tanière, il s'appelle Younous Sankaré. Les observateurs du ballon rond décryptent son jeu comme tous les lundis. Les buzz du web seront au rendez-vous avec Mamadou Ndiaye. Voilà le sommaire de ce magazine. On se retrouve dans quelques instants pour le développement. Et pour animer cette émission, Malal Junior Diagne qui est là avec moi. Bonsoir Malal. Bonsoir cher Tidiane. Alors nos invités, Aya Traoré, la MVP de l'Afro-Basket 2015. Aya, bonsoir. Bonsoir. Maguette, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane. Et Demba qui est là avec nous, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Bonsoir Demba. Bonsoir cher Tidiane. Alors on va démarrer avec certainement celle qui a quand même fait un très grand tournoi qui a permis au Sénégal de décrocher son 11e sacre continental, même si certains parlent de 12, on va en parler tout à l'heure, Maguette. Alors, mais Aya, avec le recul, comment vivez-vous cet exploit que vous venez de réaliser à Yaoundé? Tout d'abord, on remercie le grand Dieu. Sans lui, rien n'est possible. Après, on remercie nos parents qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont suivis avec leurs prières. Et sans oublier aussi le peuple sénégalais qui a toujours été derrière nous et qui n'a jamais fait défaut. Donc aujourd'hui, on est revenu à la maison victorieuse et on dit Alhamdulillah. Avec la médaille d'or que vous arborez fièrement. Voilà donc. Alors nous allons revoir donc le film de cette finale entre Sénégalaises et Camerounaises. Une finale de haute facture remportée par les Lions du Sénégal. Tout cela nous est compté par nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Emam Fatundoy et Massaïr Ndiaye. Jamais douté. On n'a jamais douté parce que depuis le début, on n'a pas douté. On a toujours cru en nous et on n'a pas douté. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue à être dur en défense et dur en attaque parce qu'à un moment donné, elle voulait nous prendre les ballons dans les mains. Il fallait qu'on soit dur. C'est vraiment les matchs d'avant qui nous ont appris à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et vraiment, voilà, c'est ce qu'il fallait faire et on l'a fait. Au début, on n'était pas assez agressif, ce qu'on a rectifié à partir des phases finales et ça a payé au final. Donc, ce qui montre qu'on avait l'âme de le faire et tout ça, la combativité qu'on devait avoir, on l'a eu à la fin et c'est l'essentiel. Alors, avant de demander les avis de Maguette et Demba, Aya, une image quand même dans ce reportage, on a vu que vous avez soulevé le trophée en tant que capitaine avec Astou. Oui, il le fallait parce que nous, avec la grâce de Dieu, on a gagné en 2009 et pour Astou, elle n'avait jamais remporté. Donc je pense que c'était un geste qu'il fallait faire et comme elle est l'une des doyennes aussi de l'équipe, elle l'a mérité. Ouais, et puis le trophée de MVP, si c'était à partager, certainement. Effectivement. Vous alliez le faire. Alors Aya, vous avez gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez débuté la compétition de manière assez timide par une défaite. Ensuite, vous en avez connu une autre en phase de poule. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans le premier tour? Je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé les autres équipes. On était à un moment donné du tournoi
toutes les équipes se valaient. Donc, il fallait vraiment se battre sur le terrain. Et je pense que pendant les premiers matchs, on manquait un peu d'agressivité. Et quand on s'est qualifié pour les quarts de finale, on savait bien qu'il fallait gagner pour avancer. Donc, on s'est ressaisi et vraiment, on a eu conscience qu'il fallait vraiment se battre et gagner les batailles pour avancer. Et je pense qu'on l'a fait à partir des quarts de finale. Alors, Demba, quand même, c'est un bureau qui a été fraîchement mis en place, un nouveau bureau fédéral. Et là, vous venez en trophée, que du bonheur. Merci, cher Tidiane. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier l'ambassadeur du Sénégal à Yaoundé. Il faut le remercier et la communauté sénégalaise de Yaoundé. Donc, ce sont des personnes, des compatriotes qui nous ont beaucoup assistés et qui sont mobilisés afin de pouvoir porter l'équipe au triomphe le 3. Ce qu'il faudrait dire tout simplement, nous venions d'arriver et par la grâce de Dieu, nous avions mis en place un dispositif qui nous permettait tout simplement de travailler dans la continuité, tout en mettant en œuvre tout ce qu'il fallait en matière de gestion d'une équipe nationale. Parce que nous avons déjà participé à l'afro-basket masculin. Et par la suite, avec tout le staff, c'est-à-dire qu'il y a l'encadrement technique, le staff médical et l'encadrement administratif. Et on a revu tout cela. Et sur la base de tout ce qu'on a fait, et on a essayé de corriger ce qui ne marchait pas du tout. Et c'est ce que nous avons amené à Yaoundé. À Yaoundé, c'est ça que nous avons amené. Et il faut toujours dire que c'est aussi sur la base d'une collaboration franche entre tout ce qui est comme staff. Parce que pour une équipe nationale, ce n'est pas seulement les joueuses. Il y a le coach, il y a l'encadrement technique, c'est-à-dire les trois coachs, et la direction technique nationale qui est là, le directeur technique qui est là, Maguette Diop. Et également, il y a l'encadrement administratif, il y a l'intendant. Donc c'est ça qui est mobilisé pour pouvoir travailler ensemble en symbiose. Et il y avait une entente parfaite, il y avait une collaboration extraordinaire. Les gens se retrouvaient, et même dans la défaite, moi c'est ça qui m'a marqué. Lors de la première défaite, les gens ne se sont pas découragés. Peut-être on avait quand même pitié de nos joueuses, parce qu'on les a vues revenir du stade découragées. Mais après, on a vu le lendemain des filles qui ont su comprendre le message, décrypter le message de l'encadrement technique. Pour le dire tout simplement, tout n'était pas perdu. C'était tout simplement un faux pas, mais il fallait se relever. Et il fallait savoir que tout un peuple est derrière nous, c'est 14 millions de Sénégalais. Donc c'est ce discours tenu et que les joueuses l'ont bien compris. Elles ont bien compris ce discours. Et le lendemain matin, nous sommes partis, nous sommes allés à l'entraînement. Les joueurs se sont battus. Et le deuxième match, vous avez vu qu'on a battu l'Algérie. Et ainsi de suite, il y a eu des victoires. Certainement. Voilà. Certainement. Nous reviendrons sur le parcours des Lions. Alors, Maguette, l'avis du technicien durant ce tournoi, comme Manal l'a souligné, on a vu une équipe sénégalaise quand même qui est rentrée tout doucement dans cette compétition avant de monter en puissance. C'est vrai. Moi, je dis effectivement, nous avons fait ce qu'il fallait faire lors de ces compétitions. Vous savez, des compétitions de ce genre, il faut partir crescendo. Il faut partir ce qu'on appelle la montée en puissance certainement, mais moi je dis qu'il faut savoir finir la compétition et en ayant le maximum, c'est-à-dire qu'en étant plus performant. On a vu cette année-ci une situation assez particulière. Pourquoi? C'est parce que nous nous sommes dit que les Jeux africains permettait aux équipes de se préparer. Il s'est trouvé aux Jeux africains, il y avait presque toutes les équipes étaient présentes aux Jeux africains. Et c'est vrai que nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais en allant aux Jeux africains, on a eu, dans la préparation, dans les matchs, l'équipe a eu quelques handicaps. D'abord, comment dirais-je, Assou Traoré qui s'est blessé, et Jojo qui traînait une certaine blessure. Donc, il fallait gérer tout cela. En revenant des Jeux africains, aussitôt, certainement, nous ne sommes pas montés sur le podium. Donc,
tout le monde se posait des questions. Ah, cela a créé des Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est la première fois que le Sénégal n'est pas monté sur le podium. Donc, sur le plan motivation, sur le plan choc psychologique, effectivement, ces filles qui n'ont jamais connu cela avaient quelque chose à prouver. Mais je dis qu'on est parti maintenant, on a commencé la compétition avec ces équipes qui se sont préparées, avec les mêmes équipes. Il fallait maintenant gérer le groupe, faire une très bonne gestion, ce que les entraîneurs ont fait. Faire une très bonne gestion et essayer de voir le moment opportun où l'équipe serait lancée. Justement, Maguette, nous reviendrons sur la gestion du groupe avec l'entraîneur national. Mais nous allons suivre quand même un reportage qui a été tourné chez Aya Traoré, qui est ici. C'était le jour de la finale. Eh bien, nos reporters Pape Faraning et son caméraman sont allés vivre la finale chez la capitaine des Lions. Regardez ces images. C'était l'extase, la joie totale chez Aya Traoré, la MVP de l'Afrobasket féminin, après le coup de sifflet final. Ouais, elle s'est bien battue. L'essentiel, c'est pas Aya ou Jojo. L'essentiel, c'était de gagner, de jouer en collectif et puis de gagner. Je dis bravo aux filles, aux Lions. C'est une équipe, c'est tout le monde qui a gagné. Et bravo pour tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Non, en général, je ne suis pas. Les coéquipières de la capitaine des Lions ont rassuré tout le monde depuis le début de la rencontre. Dans cette famille de basket, la confiance était de mise. Je la trouve très bien, la prestation, elle a bien joué. Elle joue en collectif, elle défend tout ça. Premier mi-temps, waouh. Pour le moment, c'est un peu abordable, hein, d'après l'Union Jotawane. Peut-être d'ici 3e quart-temps, 4e quart-temps. Au niveau de basket, bu dee basket rek ñëpp xam nañ ni que Sénégal du morom naka la tudd sa Cameroun. Pour la famille, un tournoi se gagne avec des joueuses d'expérience et les filles ont montré du caractère pour remporter ce 11e sacre. Ay mémé lañu, ay mag lañu, etc. Mais bon, l'essentiel c'était de gagner la finale du moins. Et puis Def Nañko, elle mérite des félicitations quand même. Ce qui est important, c'est le travail. Seul le travail paye. Dans la vie, moi, je pense qu'il ne faut pas s'attarder à des médisances. C'est pas important. Il ne faut pas donner de l'énergie à ce qui est négatif. C'est pas bon. Malgré une belle victoire, la maman d'Aya Traoré dédie cette victoire au père de la MVP décédée. D'abord, une pensée pieuse à son père, Feu Seydou Traoré, qui enseignait à l'université, au département de biologie végétale, de la faculté des sciences, qui aimait beaucoup sa famille. Donc c'est normal qu'on pense à lui. Une famille de basket qui a suivi la finale sans pression. Toutefois, elle est satisfaite de la prestation de leur sœur. Alors, Aya, de loin, à Yaoundé, sur le parquet du Palais des Sports, vous sentiez cette énergie derrière vous? C'est ma première fois même de voir ces images et je pense aussi que c'est un peu réconfortant parce que si on a tout ce monde derrière une personne, on la supporte et malgré tout, ils sont derrière toi, c'est un peu réconfortant, donc je leur dis merci. Alors, capitaine, pendant cette Coupe d'Afrique également, il s'est passé des incidents, surtout le cas Ramata Daou. On en a parlé au Sénégal, chacun est allé de son explication. Vous, sur le banc, quand la chose s'est produite, comment avez-vous géré pour que l'équipe puisse se concentrer et ne pas se désunir? Oui, il fallait se concentrer sur l'objectif. C'était un match et il y avait, tout le monde était tendu, tout le monde voulait gagner. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tant que joueuse, en tant que professionnelle... En tant que capitaine, vous? En tant que capitaine, il ne faut pas s'attarder sur ça. L'essentiel pour les joueuses, c'est de faire le travail nécessaire sur le terrain. C'est tout. Alors, mais est-ce que c'est un geste compréhensible? Par exemple, on dit qu'en match de basket, la tension est tellement présente qu'il y a des gestes quand même qui sont incontrôlés. Mais vous connaissez l'homme, c'est pas la première fois qu'il vous entraîne, vous avez cheminé ensemble. Vous pensez que Moustapha Gueye, quand même, c'est pas un méchant?
Effectivement, c'est un coach qu'on connaît bien et qui a été avec nous en 2009 quand on a gagné aussi. Donc il sait comment gagner et comment gérer son groupe. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a des choses qui arrivent. Ça pouvait même se passer entre deux joueurs sur le terrain. Donc comme je l'ai dit, nous sommes des joueuses. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de choses. Il faut faire le travail qui nous attend sur le terrain et je pense qu'on l'a fait. Alors Maguette, justement, on était en train d'aborder le parcours de cette équipe nationale du Sénégal. On a vu que l'équipe a commencé tout doucement. Alors, comment expliquez-vous quand même ces 2 défaites en match de poule? Je pense que c'est la première fois que ça arrive au Sénégal de perdre 2 fois en match de poule dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Bon, je ne me rappelle pas, mais effectivement, il se pourrait que c'est la première fois. Mais je crois que la première défaite, c'est-à-dire contre l'Angola, donc comme je vous le disais tantôt, donc on revenait fraîchement des Jeux africains avec cette 4e place. Donc, et là, sur le choc psychologique que nous avons eu, donc les filles l'équipe n'avait pas déjà absorbé cela. Et très vite, nous sommes tombés sur l'Angola. Bon, c'est vrai que avec l'handicap qu'on a eu, d'abord Jojo qui n'a pas démarré, comment dirais-je, Assou blessé, qui jouait timidement. Moi, je pense qu'on a commencé à gérer le premier match. Et c'est vrai que contre l'Angola, vous savez, ce n'est jamais eu un match facile. Donc, mais malheureusement, on l'a perdu. Mais on s'est dit, effectivement, il faudrait continuer à travailler, parce que notre objectif, c'était quoi? C'est de gagner le titre. Maintenant, il reste un match, effectivement, que nous avons perdu encore, c'est contre le Nigeria. Voilà. Et c'est vrai que là... Et c'est la défaite même qui a fait quand même effectivement. Sortir. Mais vous savez, contre le Nigeria, moi je pense qu'effectivement, nous avons eu, c'est un match que nous avons mal abordé. Cela arrive. Parce que, bon, c'est vrai que jusqu'à présent, l'équipe tardait à prendre confiance. Avec maintenant, certainement, les gens commencent à dire ces filles sont vieilles, ces filles... L'équipe, il leur manquait ça. Il fallait qu'ils prennent confiance, qu'ils prennent... Mais comment avez-vous fait pour les amener à ce qu'elles prennent conscience? Ah, mais ça, moi je dis qu'après, il y a eu de très bons discours. Ah. Moi, de la part de l'entraîneur. Moustapha Gueye lui-même. Moustapha Gueye même. Okay. Moi, Moustapha a mis vraiment, il y a un discours avant le Mali, contre le Mali. Le discours préparant le match contre le Mali, vraiment ce jour-là, Moustapha a fait un discours qu'il fallait. Déjà, pour motiver les joueurs. Déjà après la défaite face au Nigeria, il n'a pas été tendre en conférence de presse. Oui. Pour les motiver, pour les faire comprendre que nous avons eu un objectif. Et je pense que dans ce genre de compétition, c'est ça qu'il fallait. Parce que ces filles-là, elles étaient conscientes. C'est des professionnels certainement. Et ce que le Aya, c'est vrai. Elles savent bien comment entrer dans la compétition, comment gérer tout ce qui tourne autour de la compétition. Et je pense qu'elles ont su gérer cela à temps. Maintenant, après le discours, même les filles elles-mêmes, elles-mêmes, elles se concertent. Elles-mêmes, elles se disent la vérité. Elles prennent conscience de ce qui les attend. Et en ce moment-là, puisque tout cela a été fait, parce qu'il fallait que ces gens-là se concertent. Il fallait que tout le monde soit conscient. Et je pense qu'une fois que cela a été fait, et on a vu l'équipe sénégalaise qui a commencé à montrer son vrai visage à partir des quarts de finale. Aya, après cette défaite, est-ce que l'équipe n'a pas douté? Parce que le lendemain, il fallait rencontrer l'Égypte pour éviter la 4e place. Non, on n'a jamais douté. C'est vrai qu'il y avait quelques faux pas, mais on n'a jamais douté. On savait que en ce moment-là, on n'avait pas encore sorti notre vrai jeu. Mais comme le DT vient de le dire, on se concertait, on était une famille parce qu'on a galéré pendant 2 mois et demi. Donc à chaque fois, on se concertait et on se parlait entre nous. Et c'est ce qui faisait notre force sur le terrain. Alors moi, je me tournais vers le vice-président. Alors Demba, pour la première fois, le Sénégal est allé en compétition pendant presque 2 semaines. On n'a pas entendu parler d'histoire de primes, d'histoire d'argent. Comment avez-vous réussi à gérer cela? Et est-ce que également au jour d'aujourd'hui, les signaux financiers sont au vert avec les Lions? Vous savez, comme je l'ai déjà dit, c'était une complicité entre tous les membres du staff, de la délégation. Il y avait des discours francs. On a tenu un discours franc avant même le départ des joueuses. Pour le dire tout simplement,
qu'on va vous payer vos primes de participation et de regroupement, mais c'est pour tout ce qui est prime d'objectif. C'est au retour à Dakar que vous serez payé. Voilà. Donc, et elles aussi, elles ont accepté cela. Ce sont des conditions. Elles pouvaient dire non, mais elles ont su accepter. Pour vous dire le degré, le sens élevé de patriotisme de ces joueuses. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons abordé la situation. Et comme je le dis, et à chaque fois, il y avait une concertation. Il y avait une concertation. Il n'y avait pas de limite, de barrière. Voilà. Donc on se concertait. À chaque fois, à chaque moment, à tout instant, il n'y avait pas de limite. Donc tous les membres de la délégation se concertaient, essayaient de trouver des solutions. Même nous, en tant que membres, en tant qu'administratifs, on se permettait même de donner quelques tuyaux, quelques clés à nos staff techniques. Même, ils en rigolaient, mais c'était tout simplement pour apporter quand même notre pierre à cette victoire. Voilà, il fallait le faire. Donc c'est ça, c'est cette mobilisation de tout le monde que c'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu parler d'histoire de primes ou bien d'autres choses. Elle aussi, j'en profite également au nom de la fédération de remercier les filles, même si aujourd'hui elles ont essuyé quelques critiques, quelques critiques. C'est elles-mêmes qui m'ont appris quand même ces critiques. Voilà. Et ce jour-là, je me suis dit vraiment, il ne fallait pas que les gens essayent de critiquer. Il faut toujours essayer de positiver. Mais justement, je vais me retourner vers Aya. Aya, ces critiques-là, comment est-ce que vous les avez prises? Est-ce que quelque part, elles n'ont pas été constructives? Peut-être d'un côté, mais je pense qu'à un moment de la compétition, il ne faut pas se concentrer sur des critiques comme ça. Moi, personnellement, pendant la compétition, je ne suis pas les commentaires, je ne regarde pas, je ne suis pas aussi les réseaux sociaux, donc j'ai entendu aussi. Et j'ai parlé aussi à l'équipe, leur dire que de ne pas se focaliser sur des choses négatives. On évolue ici pour un objectif bien précis. Et par la grâce de Dieu, si on fait ce qu'on doit faire sur le terrain, on pouvait s'en sortir victorieuse. Les critiques, en fait, c'était que c'était une équipe âgée. On disait que c'était l'équipe la plus âgée du tournoi. Même quelque part, s'il y a une part de vérité, mais âgé, ça ne veut pas dire ne pas être performant. Oui. Moi, je pense que c'est là où se trouve le problème. Souvent, on parle des filles âgées. Mais, je vous dis encore, une Coupe d'Afrique, c'est l'expérience qui la gagne. C'est peut-être qu'il faut avoir des joueuses, des jeunes joueuses qui vont se battre, qui vont tout faire. Mais il faut avoir des joueuses expérimentées. Non, même si on dit comparaison n'est pas raison, je pense que Paul Gasol, qui a été élu MVP du dernier Euro, il a 35 ans. Mais la meilleure MVP qu'on dit vieille, c'est la MVP. La meilleure rebondeuse, la meilleure marqueuse, elle a 37 ans. C'est la Gabonaise. Et tout le monde pense que c'est du jeu de joueuse. C'est que la meilleure joueuse, comment dirais-je, elle n'est pas jeune, hein, le capitaine de Cameroun. Hein? Bon, donc moi je dis, et c'est que les gens ignorent, moi c'est surtout, c'est vrai qu'il y a l'âge souvent, mais si une fille s'est sentie professionnelle, elle travaille, elle fait ce qu'elle doit faire, et qu'elle soit performante, moi je me dis que... Là, mais je prends toujours l'exemple au niveau des filles. Elle peut me témoigner. La meilleure joueuse américaine, Lisa Leslie, je pense qu'elle a toujours été performante. Et même au-delà de 35 ans, 36 ans, elle a continué à jouer parce qu'elle a travaillé. Moi, je dis que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre nos joueuses. Mais ici, au Sénégal, on a très vite on vous dit, celle-là, elle est vieille. Oui, si elle ne fout rien, si elle ne travaille pas, elle est vieille. Mais si elle continue, si elle est performante, si elle se maintient au niveau, elle travaille, parce qu'il y a une façon de travailler, elle peut se maintenir au niveau. Maintenant, si à force de travailler, qu'elle ne suit plus, c'est à ce moment-là qu'on dit que l'âge vraiment fait que donc, cette fille-là ne suit plus. Mais Dété, moi j'aimerais faire une petite comparaison. Comment expliquez-vous, en tant que technicien, vous, qui avez occupé à plusieurs reprises ce poste de technique, que chez les filles, qu'on arrive à gagner entre 2009 et 2015, 2 fois la Coupe d'Afrique. Et chez les garçons, depuis 1997, on n'y arrive plus. Qu'est-ce que les filles ont que les garçons n'ont pas? Et qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on a fait avec les filles pour que les garçons gagnent? Mais c'est la permanence et de l'équipe.
C'est-à-dire, le fait qu'on est... Chez les filles, on avait une base. Ces filles-là, ils ont commencé à travailler ensemble. C'est pas en 2000. Aya est venue depuis 2005. Elle a joué avec Mamati, je crois. Non, elle n'a pas joué avec Mamati. Elle est venue en 2007, mais avant 2007, en 2006, tu as fait le championnat du monde. 2001, voilà, le championnat du monde. Donc 2007, hein, championnat du monde. Hein. Non, tu n'as pas fait le championnat du monde. Non, le championnat du monde à Sao Paulo. Non. Sao Paulo, c'était en 2006. 2006, oui. Hein, vous avez fait ça? Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je disais. Donc, vous avez dit que la force de ce groupe, c'est le vécu. Ensemble, que ce soit Aya, Assou, Fadien, Jojo, tout ça, c'est la permanence. C'est des filles qui se connaissent. C'est des filles qui sont là, qui se connaissent, qui se comprennent, qui peuvent se pardonner, qui peuvent aller ensemble. Pourquoi vous n'avez pas fait ça chez les garçons? Mais chez les garçons... Bon, c'est les garçons, c'est un processus qui suit son cours. Chaque fois, aujourd'hui, je vous dis que depuis un certain temps, il y a un processus qui est en train de se faire. Oui. Si nous arrivons à maintenir le groupe et les garçons, qu'il y ait cette permanence-là, si nous arrivons à travailler, moi je pense qu'on peut y arriver. Comme le dit Cheikh, effectivement, chez les garçons, c'est un processus qu'on est en train de vivre. Oui, sauf que des fois, il est beaucoup plus difficile de décrocher des joueurs chez les garçons. Par exemple, il y a l'exemple de Maurice Ndour, qui a été bon lors des championnats du monde et qu'on n'a pas eu lors de l'Afro-Basket. Moi, je pense que c'est surtout cette permanence-là qu'il faut... Maintenant, cette permanence, le Sénégal, elle a toujours fait. Si vous vous rappelez, le Sénégal a toujours eu une base. Et maintenant, les gens travaillent. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois. Hein. Peut-être vous, ce n'est pas la première fois. Ces filles-là sont vieilles, il faut les changer. Mais le Sénégal, on a toujours eu une ossature qu'on change. Mais dans chaque campagne, regardez, il y a 30% de jeunes ou bien 20% de jeunesse. Et ça, et ces jeunes-là qui font deux campagnes, la prochaine campagne, ils sont matures. Je vous dis qu'un championnat d'Afrique, il faut avoir l'expérience. La différence entre le Sénégal, dans la finale, entre le Sénégal et le Cameroun, c'était l'expérience sénégalaise. Ces filles-là étaient prêtes mentalement. Parce qu'elles ont vécu beaucoup de choses. Elles ont vécu ça. Elles ont vécu ça. Voilà. Donc c'est l'expérience qui gagne un championnat d'Afrique, surtout dans le terrain adverse. Justement, avant de continuer ce débat, on va aller suivre cet élément avec les Lions, ce retour triomphal, donc les Lions qui ont quitté Yaoundé, auréolés de ce trophée continental. Elles ont été reçues à l'aéroport et puis au palais de la République. On va suivre tout cela. En combattante déterminée et en lionne assoiffée de victoire et de gloire. Je crois que c'est quelqu'un qui disait que vous avez dompté le lion, jadis indomptable. C'est pourquoi vous êtes allés au combat en courant comme les soldats de la liberté, drapés de notre fierté nationale et mus par le sens élevé du sacrifice pour l'honneur de la nation. En Afrique, on n'est plus les meilleurs. Pour gagner en Afrique, il faut qu'on soit très très fort. Donc c'est ça qui fait peut-être que ça n'a jamais paru évident. On a eu des défaites, mais au bout du compte, on est champion. Donc ces défaites-là nous ont appris en fait, nous ont montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire pour être championne d'Afrique. Et on a enlevé ce qu'il ne fallait pas faire et continué sur cette ligne droite pour aller chercher le titre. Je pense que j'étais libérée, j'avais la confiance du coach. Il m'a dit, la veille il se moquait de moi, il me dit « Oh mais tu mets pas un tir ». Je lui ai dit « D'accord, on verra ». Et donc non mais ça m'a libérée et ces paroles m'ont réconfortée. Et après le groupe, avant tout le monde, on s'est encouragé entre nous, on se disait voilà qu'on pouvait le faire, qu'il faut qu'on aille chercher ce titre. On joue contre le Cameroun et ça fait quand même pas mal de temps, depuis 2009 qu'on court après ce titre. On s'est dit qu'on allait tout donner et peu importe le résultat, il fallait qu'on donne tout sur le terrain, qu'on se lâche et qu'on joue notre basket. Et quand le Sénégal joue son basket, personne ne peut nous arrêter.
Voilà, donc magnifique ces images de nos Lions reçus au Palais de la République. Alors, Aya, qu'est-ce qui vous a le plus plu, l'annonce du chef de l'État avec ce projet d'une salle Omnisport? Effectivement, tout d'abord aussi, on remercie le président qui nous a envoyé l'avion présidentiel qui est venu nous prendre à Yaoundé. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était un peu attendu parce que à l'aller, le plan de voyage était un peu difficile. Donc, on le remercie pour ce geste noble. Et comme vous l'avez vu, il nous a reçus et il nous a promis une salle de basket qu'on attendait tant. Donc, je pense qu'avec tout ce que le basket a fait pour le Sénégal, aujourd'hui, on le mérite. Et voilà, pour les générations qui viennent aussi, ça va encore pousser le basket de l'avant. Alors, Président, pour une nouvelle équipe qui vient d'être mise en place, c'est une aubaine. Oui, peut-être que cette équipe c'est le porte-bonheur du basketball sénégalais. Cela coïncide parce que c'est Tomé Wara Aïgaf. Donc nous nous en félicitons. Donc ça c'est toujours tout à l'honneur du peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui on ne parvient plus à organiser de compétitions internationales. Parce que c'est une condition maintenant. Il faut avoir des salles de basket qui répondent aux normes internationales. Et fort heureusement, le chef de l'État a pris la décision sur lui-même d'inscrire ce projet dans le cadre du budget 2016, la caution du palais de sport, du palais de basketball. Également, ça, il faut rappeler, avant de quitter Dakar, le ministre des Sports nous avait annoncé cela. Nous avait dit tout simplement que les sites étaient identifiés et le projet est là et qu'il avait dit que lui, en tant que ministre, il ne peut pas se prononcer sans avoir quand même l'avis du président de la République. Donc c'est sur ça qu'il a pu quand même dire que le Sénégal va en disposer. Nous, c'est tout à fait un honneur. Et ce qu'il faudrait également ajouter, c'est que cette salle va permettre au Sénégal de pouvoir compétir comme tous les autres pays, afin de pouvoir abriter l'afro-basket, un afro-basket. Un nouveau afro-basket, parce qu'à partir de 2017, il faut savoir que nous allons passer à FIBA Monde. Donc FIBA Monde avec des compétitions. Chez les garçons, ça va être tous les 4 ans. Donc c'est ça, comme tous les 4 ans. Donc c'est ça. Donc il faudrait que nous nous en réjouissons. Voilà. Alors moi je vais me retourner vers Aya Traoré. Aujourd'hui, vous avez joué l'afro-basket, vous l'avez gagné, vous avez terminé MVP. Au départ, vous étiez sans club. Au regard de vos prestations, avez-vous des touches et des contacts avec différents clubs? J'ai un agent qui s'occupe de ça, mais pour moi, l'essentiel c'était de se consacrer sur l'équipe nationale. Donc après, tout ce qui suivra sera un bonus. Comment avez-vous fait sans club? Vous vous êtes préparé, vous étiez au bon niveau, au bon moment. C'était quoi le secret de Aya? Bon, c'était seulement de travailler et de ne pas se lâcher ou bien se laisser faire ou bien écouter des critiques qui vont peut-être jouer sur ma motivation. J'avais toujours ma famille derrière moi et les gens qui m'ont toujours soutenu. Donc pour moi, c'est le travail paye et j'ai toujours continué à travailler. Mais Dété, est-ce qu'aujourd'hui il serait envisageable pour nos joueuses qui évoluent à l'extérieur aujourd'hui et qui sont dans une situation assez difficile, qui sont sans club, est-ce qu'il serait possible de les ramener au Sénégal dans de grandes équipes avec un bon salaire, avec l'État qui appuierait, comme on avait fait avec les anciennes, pour les trouver non seulement un emploi quelque part et un salaire avec leur club pour qu'ils puissent avoir la main tout le temps? Oui, moi je dis que tout ça c'est des possibilités. Effectivement, si nous arrivons à faire revenir certaines choses et les mettre dans des conditions, à les motiver, sérieusement, parce qu'elle a travaillé et c'est un club, sa motivation, c'est la motivation intrinsèque à elle, avec sa famille, qui dit que moi, je veux être performante et je veux me motiver pour préparer l'afro-basket et jouer l'afro-basket. Maintenant, il y a d'autres sources de motivation. Des motivations extrinsèques, comme tu dis, que la joueuse, même une joueuse peut gagner peu. Et on dit que mais cette joueuse-là, ce que tu gagnes là-bas, on peut doubler, tripler au Sénégal. Mais tout ça, je dis que c'est des formes de motivation que les gens, on peut réfléchir pour les permettre d'être encore plus performants. Tout ça, moi je dis pas, c'est possible.
moi je dis qu'il y a un certain moment où vraiment il faut appuyer ces choses-là avec en les motivant, en faisant qu'elle soit concentrée. Aya, c'est parce que le cas d'Aya, parce qu'elle est professionnelle. Et elle, je dis que c'est rare des filles qui ne se laissent pas, quand elle veut quelque chose, elle fait focus sur ça, elle travaille. Mais il y en a d'autres peut-être, elles sont en club, elles seraient là, elles vont sans club, elles ne seront pas assez motivées pour travailler, elles seront là, elles vont se laisser. C'est la discipline. C'est la discipline et la rigueur. Je dis que la seule motivation, c'est une motivation-là qui vient du cœur. C'est intrinsèque, c'est celle-là. Moi, je dis que c'est la meilleure des motivations. Voilà, on va un peu progresser. Alors, Maguette, tout à l'heure, on parlait du parcours du Sénégal dans cet afro-basket. On va faire un peu de parallélisme avec l'équipe des garçons. On a vu que avec Tafa Gueye, quand même, durant des quarts de finale, lors des quarts de finale, que l'équipe a beaucoup tourné. Le banc a vraiment contribué. Et on a vu le résultat. Et je pense que chez les garçons, c'est là où le bas a blessé. Bon, vous savez, on ne peut pas faire la comparaison comme ça. Parce qu'il n'y a pas déjà, il faut voir l'entraîneur. Chaque entraîneur a sa façon de coacher, a sa façon de gérer son équipe. Ça, c'est seul les entraîneurs peuvent être là et différer de leur façon de coacher, de leur façon de gérer. Mais autre chose aussi, il y a les possibilités qui sont offertes à l'entraîneur. Peut-être Tafa a eu ces possibilités. Et aussi, même, il a travaillé pour avoir ces possibilités-là. L'autre entraîneur, l'entraîneur des garçons, effectivement, c'est sa façon de coacher, mais est-ce qu'il a les possibilités de tourner son équipe? Parce qu'à la fin du championnat d'Afrique, il a dit qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire tourner son équipe comme cela devait se faire. Mais en tant que directeur technique, est-ce que vous n'avez pas votre mot à dire au niveau de la sélection pour dire que ça et ça ne peut pas aller à un moment T? Non, je ne veux pas revenir sur ça, parce que moi, vous allez entrer dans ce que je n'ai pas encore dit, ce que je n'ai pas encore fait, parce que je n'ai pas encore fait les bilans avec les entraîneurs des deux compétitions. Je ne veux pas aussi parler dans ce sens-là, mais je veux tout juste vous dire que moi, effectivement, je suis directeur technique. Une semaine après, il y a eu l'afro-basket. Il y a l'afro-basket. Donc voilà, mais quand même, c'est des entraîneurs que je connais, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. C'est des entraîneurs travailleurs, c'est des entraîneurs disciplinés et je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et vraiment, et ensuite, il me faut confiance, ça c'est vrai. Moi, je sais que tous les deux, nous travaillons, nous collaborons pour vraiment la bonne marche de nos équipes. Justement, dans cette équipe du Sénégal, il y a un phénomène. À chaque fois que le Sénégal jouait, malgré les performances constantes, à côté des performances constantes de Aya, il y avait toujours un facteur X. Un joueur qui sortait de nulle part et qui avait de très bonnes stats. Un jour, c'est comment ça s'appelle, Fatou Dieng par exemple lors de la finale, Maïmouna Diarra des fois et Mamari également. Et comment ça s'explique ça? Que cette alternance, mais c'est ça et la compétition. Vous savez, la différence du Sénégal face aux autres équipes, tu vas voir, tu prends l'équipe du Mali, tu vas prendre 2 ou 3 joueurs, peut-être tu prends l'équipe du Cameroun, 2 ou 3 joueurs. Mais l'équipe sénégalaise, je vous dis que c'est une équipe qui a des éléments performants. Ce n'est pas une ou deux. Et que pour chaque match, 2 ou 3 filles peuvent éclore. Moi, je dis que chaque joueuse, il y a peut-être 4 ou 5 ou 6 joueuses qui pouvaient être MVP. Donc, nous avons eu la chance d'avoir des joueuses qui sont assez outillées. Fadien a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, c'est lors de la finale, elle a pu le tirer. Jusqu'à présent, Tafa l'a dit, mais toi, là, on ne t'a pas encore vu tirer. Alors, bien, maintenant, après, c'est une pointeuse, et c'est tiré. Donc voilà. Mais je vous dis que Mamarissi, par exemple, c'est une scoreuse. Mais, donc, c'est des filles qui jouent ensemble, qui savent jouer, à quel moment, peut-être,
1, 2, 3 joueuses vont prendre le match en main, gérer cela, et ce qui a fait notre force. Voilà, on va bientôt terminer. Alors, Aya, maintenant, c'est les Jeux Olympiques qui se pointent à l'horizon. Qu'est-ce que cela représente pour vous, ces Jeux? Je pense que ça représente tout, excusez-moi, pour nous les joueuses, parce que depuis qu'on a commencé en équipe nationale, nous n'avions jamais fait partie, nous n'avions jamais été qualifiés pour des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, si on remporte ce trophée et qu'on soit qualifié directement pour les JO, je pense que c'est quelque chose que Dieu nous a offert. Donc aujourd'hui, je pense que c'était un rêve de les disputer, ces Jeux. Effectivement, parce que je me rappelle en 2008, on était qualifiés pour les pré-olympiques et c'est pas évident aussi. Donc aujourd'hui, si on se qualifie directement, c'est quelque chose de grandiose. Alors, Président, des Jeux Olympiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de... on ne va pas dormir sur nos lauriers. Dans quelques mois, c'est la préparation encore, les moyens, tout cela. Est-ce que vous êtes préparés, puisqu'il y a à côté des garçons également qui doivent jouer en tournoi pré-olympique? Tout à fait. Vous savez, comme je le dis souvent, l'État ne peut pas tout faire. C'est à nous de pouvoir mener une politique afin d'attirer les sponsors, les partenaires du basketball. Nous en avons déjà. Et lors de nos dernières finales, vous avez vu que même du tournoi de Dakar, qu'il y a de nouveaux partenaires qui sont là, qui sont venus. Et avec cette victoire, avec ce sacre, d'autres vont venir. Parce que, comme on le dit, sans cela, les gens, ces sociétés ne vont pas venir. Parce que aussi, il faudrait accompagner une équipe qui gagne. Parce que c'est l'image de marque. Parce que quand une équipe gagne, elles aussi, ces sociétés veulent quand même s'y retrouver. Parce que ce sont des sociétés conquérantes. Voilà. Et autre chose, par exemple, notre équipementier, quand vous gagnez, vous avez des bonus. Vous avez des bonus en termes même de qualité des équipements, en termes d'autres choses, d'accompagnement et ainsi de suite. Si vous avez vu, par exemple, les autres pays qui ont le même équipementier que nous, par exemple l'Angola, ils ont des bonus, ils ont plus de bonus que nous avant. Mais peut-être aujourd'hui, nous serons sur le même pied. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, avec la collaboration de l'encadrement technique, parce que c'est sur la base de l'encadrement technique aussi que nous allons quand même chercher les moyens. Parce que c'est lui, c'est l'encadrement, c'est le directeur technique qui va dresser un programme, et il va en parler, j'espère bien, qui va sur la base de ce programme, nous allons chercher les moyens et accompagner pour que nous puissions, parce que c'est bien de participer aux Jeux Olympiques, mais aussi il faudrait que nous pensions à avoir au moins une victoire. Voilà, donc à Rio. Oui, à Rio, pourquoi pas? Non, c'est-à-dire c'est un minimum. C'est ce qu'on disait des garçons voilà. À la Coupe du Monde et à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Donc c'est un minimum. Donc nous allons confronter les meilleurs de ce monde. Il faut être pas trop prétentieux. Ce n'est pas manquer d'ambition, mais également aussi savoir comment se projeter, savoir avoir au minimum une victoire. Peut-être que demain, on pourra avoir 2 victoires, 3 victoires, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous avons fait avec la Coupe du Monde. Personne ne nous donnait vainqueur lors de la Coupe du Monde de garçons. Mais vous avez vu au finish que nous avons affronté, nous avons même fait hésiter Paul Gasol et consorts. Parce que lors du quart de finale à Madrid, avec un stade rempli de Madrilènes, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est ce que nous voudrions faire à Rio. Alors, Président, avant de changer de sujet, juste au niveau de l'équipementier, on voit que l'équipementier de l'équipe nationale du Sénégal s'occupe que de l'élite. Les équipes nationales, garçons et filles, on n'a pas encore senti cet équipementier-là appuyer les équipes au niveau de la base. Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que cette parenthèse-là est ouverte? Oui, ce sont des questions que nous avons déjà agitées en bureau élargi. Nous nous sommes dit, c'est bien de s'occuper des élites. Vous savez aussi, l'équipementier, c'est une marque. Hein? C'est une marque. Il faut aussi que cette marque soit visible à travers le monde. Mais dans le cadre du contrat, nous pouvons apporter des avenants en proposant, par exemple, de nous accompagner lors de nos finales, ou bien de trouver d'autres. Nous sommes en train de travailler, de voir les clauses du contrat, parce que nous ne voudrions pas que demain que nous soyons attaqués par notre équipementier.
Voilà. Donc c'est ça. S'il y a une possibilité de chercher même un autre équipementier qui va... Parce que la question a été agitée à un moment donné. Oui, nous avons agité cela parce que nous y travaillons. Vous savez, le président, on a l'opportunité, c'est un privilège également, d'avoir un avocat quand même à la tête de la Fédération sénégalaise. Donc nous sommes en train de travailler sur les clauses du contrat qui nous lient avec l'équipementier pour voir comment l'étendre sur, par exemple, les clubs. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que nous menons. Voilà. Merci, Président. Alors, d'été, on parle des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il y a un groupe qui est là, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de scouting à faire pour étoffer cette équipe du Sénégal? Mais bien sûr, moi je dis que nous n'allons pas changer notre façon de travailler. Moi je pense que le Sénégal a toujours travaillé dans la perspective d'avoir une équipe performante. Ce sera notre objectif. Maintenant, comment travailler pour avoir une équipe performante? C'est si les mêmes choses restent performantes, elles seront dans l'équipe. Cela ne nous empêchera jamais aussi d'aller chercher ailleurs, de voir. Parce qu'il faut travailler dans la perspective, dans l'avenir. Il ne faut pas dire que nous avons ça, on a atteint les Jeux Olympiques, il faut s'arrêter là. Non, moi je travaille. Je dis que les Jeux Olympiques sont plus élevés que les championnats du monde. C'est le rendez-vous de la jeunesse mondiale. C'est le niveau Jeux Olympiques est nettement plus élevé que les championnats. D'ailleurs, les États-Unis préfèrent jouer les JO que le niveau, la mais Coupe aux du Jeux Monde. Olympiques, tu as 12 équipes. 12 équipes. Au championnat du monde, tu as combien? Hein? Donc, tu as 12 équipes. C'est les 12 meilleures équipes du monde qui se retrouvent. Donc, vous savez, maintenant, nous avons déjà fait les Jeux Olympiques de Sydney. On sait ce qui s'est passé. Aya était très jeune. Elle faisait partie du camp de jeunesse, n'est-ce pas, de Sydney. Elle était jeune, et tout gamine. Et donc moi, je me rappelle, elle a fait les camps de jeunesse et de Sydney. Camp de jeunesse et tout gamine. Donc on sait ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Mais voilà. Mais elle a fait camp de jeunesse. Toujours pour abonner dans la même question de Diao. Les filles de l'équipe U18 qui avaient gagné la Coupe d'Afrique à Dakar, même si quelque part cette génération a été entachée par des questions de fraude, il y en avait de talentueuses qu'on n'a plus vues. Est-ce que vous les avez toujours dans le collimateur? Moi je dis effectivement, je sais que l'entraîneur avait déjà, Tafa avait fait beaucoup de prospection. Moi je pense qu'il y a peut-être certaines défaillances, mais je pense qu'on va connaître dans la même lancée. Il avait fait une tournée. Oui. Et je sais qu'il y avait certaines filles vraiment qui pouvaient venir gagner de l'équipe. Mais maintenant, le problème qui se pose aussi, je le disais quelque part, il faut être très prudent. Parce que aussi, il y a les Jeux Olympiques, et c'est vrai, tout le monde aimerait jouer les Jeux Olympiques. Mais nous ne voulons pas aussi des joueurs qui vont se focaliser sur les Jeux Olympiques parce qu'ils aiment jouer les Jeux Olympiques. On leur donne la possibilité, si je viens au Sénégal, j'aurai la possibilité de jouer les Jeux Olympiques. Après, l'équipe nationale, les championnats d'Afrique, tout ça, ce n'est pas mon problème. Mais on a vu des cas pareils. Il faudrait être prudent et voir effectivement comment gérer tout cela. Nous voulons. Ce sera l'occasion peut-être certainement d'avoir, comme tu dis, d'autres joueuses, si c'est possible, s'ils sont plus performantes que celles qui sont là, on va prendre les meilleures, mais on ne va pas aussi s'attarder sur qu'il faut faire chercher et amener d'autres qui vont uniquement vouloir jouer les Jeux, les Jeux Olympiques. Après, donc on va dire, nous, le championnat d'Afrique, ce n'est pas notre problème. Et alors qu'il y a certaines filles qui ont tout lâché, qui sont focalisées sur le championnat d'Afrique, et pour gagner ce titre-là. On ne va pas faire des récompenses, mais aussi il faut beaucoup réfléchir et voir vraiment comment faire pour avoir la meilleure équipe, l'équipe la plus performante pour le Sénégal. Alors, Président, toujours en parlant des Jeux Olympiques, les garçons, il y avait un doute qui planait. Ils vont le faire, ils ne le feront pas. Le Sénégal ira-t-il au tournoi pré-olympique, oui ou non? Mais moi, c'est là aussi, moi c'est ça. Je voudrais appeler vos confrères. S'il y a ces questions, ces genres de questions, de prendre le contact de nos chargés de communication afin de pouvoir vérifier l'information. Moi, j'étais étonné. Parce que pourquoi j'étais étonné? Parce que j'ai eu la chance d'assister lorsque le courriel venant de FIBA Monde arrivait. Et lorsqu'on envoyait la réponse, parce que je vais vous expliquer le processus. Le FIBA Monde vous écrit d'abord pour vous demander de confirmer
la participation du pays. Et pour la confirmation, il faut le ministre de tutelle. C'est le ministre de tutelle qui doit vous donner son aval d'abord. Et le CNOS. Et quand le ministre donne son aval, il y a le CNOS aussi qui donne son avis. Et ce document est co-signé entre le président de la Fédération sénégalaise de basketball, entre le président d'une de la fédération concernée et le président du comité national olympique. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait et nous avons envoyé. Et nous avons eu la confirmation. Et le lendemain matin, j'apprends par le biais de la presse que le Sénégal ne va pas participer. Ça m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné. Parce que ça, le monsieur qui a écrit ou bien la dame qui a écrit n'a pas vérifié cette information. Et pourquoi vous n'avez pas fait un communiqué? Non, on n'a pas besoin. Parce que nous ne gérons pas cela. Parce que nous ne voulons pas gérer des détails. Quand vous avez une tutelle qui vous dit, qui vous donne l'autorisation, et nous avons confirmé, et l'État est informé que le Sénégal, la Fédération sénégalaise, le CNOS, les deux structures ont confirmé la participation de l'équipe masculine au tournoi pré-olympique. Ça, c'est réglé. Voilà. Et je vous donne une autre information. Déjà, FIBA Monde aujourd'hui a écrit. Vous voyez, nous avons gagné. Nous avons joué la finale quand est-ce que... Samedi dernier. Samedi. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes rentrés hier. Aujourd'hui, c'est lundi. FIBA Monde, non seulement par le biais du secrétaire général de FIBA Monde, Patrick Bowman, nous a félicité, a adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de basketball. N'est-ce pas? Et se réjouit de voir l'équipe féminine prendre part à ce tournoi, aux Jeux Olympiques. Le courrier. Et FIBA Monde également nous a envoyé le même document pour nous demander la confirmation de notre participation. Voilà. Je vous donne cette information. Vous avez la primeur de l'information. Merci, Président. Je pense qu'on en a fini avec le basket. Alors, Aya, le dernier mot vous revient. Oui, je remercie tout le monde. Je remercie les autorités qui sont venues nous prendre à l'aéroport, et je vais aussi faire une mention spéciale à notre marraine, Madame Diomadien Diaraté. Juste avant de venir ici, nous étions chez elle parce qu'elle va nous habiller jeudi pour la réception. Donc, aussi, nous remercions nos parents qui n'ont jamais cessé de prier pour nous, nos familles, nos frères et sœurs et nos amis et toute la population sénégalaise qui a toujours été derrière les Lions du basket. Voilà, merci Aya Traoré, merci Maguette Diop, merci Président Sec. Voilà, donc c'était tout ce qui a été prévu pour le sacre des Lions qui seront reçus donc jeudi par le chef de l'État pour les récompenses. Nous allons parler de football à présent avec l'équipe nationale du Sénégal A qui se regroupe en ce moment même à Alger avec un nouveau dans la tanière. Il s'appelle Younous Sankaré. Sera-t-il le joueur tant attendu pour apporter plus de technique dans l'entrejeu des Lions? Selon des spécialistes du ballon rond, le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain a le profil. Reportage signé Abdoulaziz Khan, Khadim Sissé. Sera-t-il la clé qui va libérer et délivrer le jeu de l'équipe nationale du Sénégal? La responsabilité est peut-être lourde à porter, quoique Younous Sankaré débarque en sélection avec un passif juste éloquent. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 26 ans laissait déjà entrevoir ses qualités de milieu technique, à l'aise avec le cuir, capable de dicter le tempo de son équipe. Des caractéristiques qui séduisent l'entraîneur Paul Le Guen, qui l'intègre dans l'effectif pro du club parisien lors de la saison 2007-2008. Après 3 années dans l'élite avec le club de la capitale et 33 matchs de Ligue 1 entrecoupés d'un prêt à Reims, Sankaré décide de s'exiler loin de Paris pour gagner en temps de jeu et continuer sa progression. Après des passages à Valenciennes et Dijon, il s'installe à Guingamp en 2013, club dont il est devenu un des piliers. En témoignent ses 74 matchs de Ligue 1 à 2 ans et 3 mois. S'il a marqué 16 buts dans sa carrière professionnelle, Sankaré se distingue par sa capacité à casser les lignes et à jouer ce rôle de relais entre la défense et l'attaque, des qualités qui ont peut-être convaincu Aliou Cissé. D'abord, c'est lui qui a voulu venir, parce que Younous Sankaré a la particularité de pouvoir jouer pour 3 sélections, la France, le Sénégal et la Mauritanie. Il avait fait un appel du pied pour venir jouer au Sénégal. C'est vrai qu'il y a des observateurs qui l'ont cherché. Je pense qu'à mon avis, c'est une bonne chose qu'il soit appelé. Comme on dit, abondance de biens ne nuit pas.
Il faut prendre le maximum de joueurs de qualité. Si on sait qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe, il faut les appeler, quoi. C'est un doux euphémisme que de dire que l'équipe nationale peine dans la construction du jeu, dans la fluidité de la transition entre phase défensive et déploiement offensif. Sankaré pourrait alors être le profil idéal. Le Sénégal a besoin d'un joueur technique au cœur du jeu. Certainement, ça pourrait être Younous. Il a essayé Papa Ndiaye contre l'Afrique du Sud. Malheureusement, on a perdu le match, mais c'était un bon essai parce que techniquement, ça va. Je pense que dans la tête d'Aliou Cissé, il faut avoir un technicien au cœur du jeu. Ce technicien-là, peut-être ça sera Youssouf Sankaré. C'est un bon milieu de terrain, un bon milieu relayeur. Il sait bien tenir le ballon, il est rapide. En plus de ça, il est capable aussi de faire la dernière passe, il est capable de faire des passes décisives et de marquer aussi. Il sait aussi marquer. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses à Aliou Cissé. Sauf que les prestations en club ne suffisent pas pour s'imposer en sélection. Ils sont légion, ces joueurs qui flambent en Europe et qui peinent une fois qu'ils enfilent le maillot national. D'autant que le Guingampé devra s'adapter rapidement à l'environnement africain. Le maillot national, c'est un autre niveau. Hein. C'est vraiment un autre niveau. C'est même pas seulement au milieu de terrain. Prends un joueur comme Lamine Gassama, il est très bon en club. Mais jusqu'à présent, il a du mal à s'insérer en équipe nationale. C'était le cas de Sylvain Ndiaye un peu plus dans les années 2002. C'était un excellent footballeur. Mais il n'a jamais donné vraiment la pleine mesure de ses capacités en équipe nationale. L'équipe nationale, c'est quelque chose c'est un autre niveau d'exigence. Et vouloir, parce que c'est des places, c'est pour 11 jours, 18 jours. Les autres vont en tribune. Tu imagines laisser son club, laisser sa famille venir en sélection et ne pas jouer. Donc c'est une bataille féroce en équipe nationale pour prendre sa place. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème, quoi. C'est vrai que l'Afrique a un environnement différent de celui de l'Europe, quoi. Mais je pense que c'est la haute compétition, quoi. La haute compétition, il va falloir qu'il s'intègre bien, il faut bien le recevoir, discuter avec lui. Il faut que Aliou Cissé fasse tout pour qu'il soit bien intégré, quoi. Younous Sankaré a déjà fini de faire ses preuves dans le championnat de France. Son profil pourrait être d'un apport considérable pour l'équipe nationale. Le cas échéant, l'ancien Parisien pourra s'affirmer pour devenir le chaînon manquant au milieu. Premier élément de réponse, peut-être ce 13 octobre, face au Fennec d'Algérie. Nous allons enchaîner avec l'équipe nationale locale qui a joué en amical contre la sélection locale du Cameroun. C'était donc le week-end dernier et les protégés de Moustapha Seck ont signé une nouvelle victoire sur la route de la préparation contre l'équipe de la Guinée. Abdoul Aziz Khan était également à Léopold Sédar Senghor. Il était en compagnie de Khadim Cissé. Se rassurer avant la Guinée, c'est donc l'objectif principal de ce Sénégal-Cameroun, car les lions locaux avaient affiché un visage pâle face à la Mauritanie. Alors il faut mettre un peu d'embellie dans le faciès avant d'aborder le match aller qualificatif pour le CHAN 2016. Mais l'entame de ce duel entre lions n'est pas synonyme de révolte. Au petit trot, les deux équipes s'observent. Il faut des frappes lointaines ou des coups de pied arrêtés pour des semblants d'occasion. Mais le coup franc de la demi-heure de jeu est un cas d'école. Combinaison à 3 avec Ousseynou Thioune qui décale Abdoulaye Ba qui centre pour Sori Keita qui conclut une action rondement menée. Les lions se sentent alors pousser des ailes, ou plus exactement sortent les griffes, particulièrement Adama Meng, auteur d'une belle prestation, qui s'échappe côté droit et termine son slalom par une frappe imparable pour le portier camerounais. 2-0 à la pause, l'objectif est, semble-t-il, atteint. Beaucoup d'améliorations parce que sur le plan tactique, il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté cette semaine. Je pense que même s'il y avait défaite, il y a eu de la satisfaction. Aujourd'hui, si vous avez comptabilisé le nombre de tirs que nous avons opérés en première période, c'était notre mal. Ensuite, par rapport au comportement de l'équipe sur le plan défensif, si vous avez vu contre le Cameroun A, on était très costaud dans ce domaine. Mais la finalité, ce n'était pas ça tout simplement. La finalité, c'est après la récupération, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais à la reprise, les hommes de Moustapha Seck retombent dans leur travers. Les indomptables locaux en profitent alors et parviennent à réduire le score. La physionomie du match change alors et les Lions se recroquevillent dans leur but. Les Camerounais poussent pour égaliser. En vain. On s'en réjouit, on a gagné. D'autant plus que j'ai lu quelque part dans la presse que nous avons fait 4 matchs sans gagner, mais sans perdre aussi. Sans perdre. Parce qu'un match de football, si tu ne gagnes pas, tu ne perds pas aussi. Ce résultat n'est pas mauvais. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a rencontré une bonne équipe du Cameroun. Résultat positif, prestation en demi-teinte, mais l'essentiel est ailleurs pour Moustapha Seck. Un fait marquant, nous avons eu la chance d'avoir des joueurs qui ont une certaine polyvalence. Parce qu'Adama Meng, que vous avez vu jouer comme latéral gauche,
durant la semaine, nous avons eu des blessés. Si vous avez bien regardé les changements que nous avons opérés, Sylvain Badji est blessé, Dominique Collier est blessé, Mamcher Samb est blessé, qui d'autre encore, Ibou Khalefay est blessé. Donc autant de joueurs blessés qui ont fait qu'aujourd'hui, on était obligé de miser sur la polyvalence des joueurs. Le prochain rendez-vous des Lions locaux sera plus crucial. Ce sera le 18 octobre à Bamako face à la Guinée pour la manche allée des qualifications au CHAN 2016. La rubrique les buzz du web, à présent petit voyage virtuel en dehors des terrains et nous recevons Mamadou Ndiaye sur ce plateau. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Malal. Bonsoir. Les buzz du web spécial Lyon. Voilà, le 11e sacre des Lions a créé beaucoup de réactions chez les internautes sénégalais. Ah oui, sur les réseaux sociaux, les internautes sénégalais ont tous félicité la bande à Aya Traoré. Sur sa page Facebook, la capitaine a posté juste après le sacre un message de remerciement. Un grand merci à toutes et à tous. Merci pour vos prières. Merci à tout le peuple sénégalais. Oui, Aya qui était là. J'ai vu le message du président de la République. Oui, elle a juste, le président de la République d'ailleurs, il a juste lui posté un message sur Twitter pour annoncer qu'il va recevoir les Lions au palais ce dimanche. Il est très basket, le président. Ah oui, il est bon, il est sport, lui. Il est sport, ouais, on peut le dire. Voilà, Mamadou Ndiaye, elle n'avait pas eu le plaisir de goûter aux délices d'un sacre à l'afro-basket féminin. Et ce rêve, longtemps caressé par l'ailière Astou Traoré, est devenu réalité. Oui, le trophée continental avait toujours fui la brave Lyon lors de toutes ses 4 précédentes participations à l'afro-basket. C'était en 2005, 2007, 2011 et 2013, bien qu'elle avait terminé en 2013 meilleure scoreuse avec une moyenne de 16 points par match. Astou Traoré avait posté un message fort juste à la veille de cette finale. Nous sommes au dernier virage de l'objectif final. Je ferai tout pour remporter cette finale. Félicitations à Astou, un rêve réalisé. Une brave joueuse. Oui, très à droite également. Ah oui. Ouais, je pense qu'elle a été quand même la chose clé du tournoi. Elle a même marqué. si elle n'a pas fini MVP. On se souvient de ces 2 lancers francs inscrits et face à l'Angola. Et je pense qu'en ce moment du match, il fallait avoir les nerfs très très solides pour pouvoir inscrire ces 2 paniers. Un trophée très important pour moi, pour elle. Hein. Voilà, on rêve réalisé. Hein. Oui. C'est toujours beau. Voilà, Tafa Gueye, le sélectionneur des Lions, a lui aussi fait le buzz. C'est d'ailleurs durant toute la semaine, après l'incident lors du match Sénégal-Égypte entre le coach Moustapha Gueye et la joueuse Ramata Dao, une gifle ou une claque sur la bouteille d'eau. Les internautes ont décrié le geste du coach. Par contre, certains ont précisé qu'il n'y avait pas de gifle. En tout cas, le coach a présenté ses excuses hier. Nous écoutons cet élément de Pape Faranying et de Younous Diatta. Moi, j'ai une femme. Moi, j'ai des sœurs. Moi, j'ai une maman. Je ne conçois pas qu'on puisse orienter une main vers une femme. Après, il faut le taper. Mais dans une vie, dans un sport, on est en situation interactive. On n'est pas dans une station émotionnelle stable. Donc, quand Kostafa tape sur la bouteille, il y a une raison. Je n'ai jamais tapé sur la gifle de Ramadan. J'ai tapé sur la bouteille. Ça y est, à ce moment-là, l'équipe du Sénégal était dans une pente dangereuse. Je l'avais dit, décrié la veille, où on ne pouvait pas aller gagner un trophée africain en jouant de cette manière. Il fallait que les filles se révoltent. Il était de mon devoir de trouver les voies et moyens de secouer mon équipe pour qu'on puisse espérer avoir un résultat. C'est tombé sur Ramata, mais c'est une joueuse que j'apprécie, que je souhaite pour oser lever une main là-dessus. Oui, voilà, apparemment, Ramata Dao même a réagi en disant que Moustapha Gueye est comme un papa pour lui. Voilà. Moustapha Gueye est chaud bouillant que quand il est sur un banc de touche. Ah oui. C'est quelqu'un de calme, de très sympa et de très ouvert. En tout cas, le geste a été décrié, très critiqué, surtout par les internautes, oui, bien sûr. Voilà, pour finir, la victoire des Lions, quand même, a fait danser beaucoup de journalistes à Yaoundé. Ah oui, c'est l'image du jour, d'ailleurs. C'est l'image du jour. Elle a fait le buzz, l'image a fait le tour du web.
La présentatrice du sport à la une, Mame Fatou Mboye, ne s'est pas seulement présentée, mais elle danse très bien la danse Nagoré, la nouvelle danse Nagoré, qui fait fureur actuellement à Dakar. Regardez les pas de danse de Mame Fatou Mboye. Voilà. Non comment. Non comment. Si, on va commenter. Ah ouais. Voilà, voilà, c'est bien. Mais à côté d'Amadine, tout est possible. Ah oui. À côté d'Amadine, tout est possible. À lui, Amadine. J'en suis sûr que c'est lui qui est derrière tout ça. Voilà. Amadine, si Amadine vraiment toujours égal à le match à la radio-télévision sénégalaise. Alors, si on a le temps quand même, on va suivre les performances des joueurs européens avec ce triplé inscrit par Kun Agüero. Également Lewandowski qui continue de marquer et qui a fait tomber son ancien club de Borussia Dortmund. C'est parti avec Aïssatou Païfal. Week-end, la Juventus de Turin se reprend en battant Bologne 3-1. La Fiorentina, leader, s'impose 3-0 face à Bergamo. Voilà, donc Milan AC de Malal Junior Diagne qui coule face au Napoli de Kalidou Koulibaly. C'est la fin de cette émission. Alors, nous sommes désolés, on voulait joindre Madio Père qui est à Paris, qui a suivi hier la fameuse course de Longchamp. C'était le prix de l'Arc de Triomphe. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir dans cette émission, mais on ne désespère pas. La semaine prochaine, vous aurez les images de cette course de l'Arc de Triomphe qui s'est déroulée ce dimanche à Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission Sport à la une. Merci Malal. Merci Mamadou Ndiaye, un grand merci à toute l'équipe technique qui est derrière cette émission. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.